Bonjour. Alguém quer fazer pergunta, alguma consideração? Ninguém? On va faire la question, je vais faire l'interprétation simultanée, d'accord? A tradutora. Bom, que eco, hein? Meu nome é Fátima, sou professora do campus da UFRJ, de Macaé, do curso de Medicina, professora de saúde coletiva. Eu queria colocar que é muito angustiante ouvir um pouco as colocações, essa relação da judicialização da vida e essa relação do direito, cada vez mais como o direito adentra a esfera da vida, da intimidade, mas, ao mesmo tempo, tem algo contraditório, que ele também possibilita determinados processos de produção de subjetividades, que, ao mesmo tempo que são formas de produção de assujeitamentos, são produções também de resistências. Eu estou tomando aqui especificamente os movimentos de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. E uma questão que é fundamental, por exemplo, não só no Brasil, mas no mundo, que é o direito à mudança do nome social de transexuais no processo das cirurgias de transgenitalização. Então, minha pergunta é como é que a gente enfrenta essa discussão no mundo de tanta vulnerabilidade, de tanta violação de direitos, se defrontando com esse mecanismo paradoxal e contraditório do próprio jurídico. Dá uma certa angústia de... Eu acho que ele abre uma discussão muito interessante, mas como é que a gente pode se posicionar, por exemplo, na militância LGBT, frente aos aparatos jurídicos? Bom, isso aí. On va faire d'autres questions, on va poser des tas de questions en même temps, comme ça vous répondez d'une seule fois. D'accord. Boa tarde, meu nome é Flávia, sou professora de Psicologia Social na Universidade Federal do Pará, trabalho com a problematização das práticas dos organismos multilaterais hoje no Brasil, sua incidência nas políticas públicas e direitos humanos. A minha pergunta vai no sentido de ter um interlocutor que me ajude a pensar um pouco sobre as práticas do multilateralismo, como, por exemplo, ações da ONU e das suas agências, e de como essas agências multilaterais elas atualizam essas práticas de segurança. Eu não sei se você tem pensado sobre isso, a relação dessas práticas de segurança da ONU com a judicialização da vida. Não sei, enfim, queria ouvi-lo um pouco sobre. Por favor, obrigada. Vous pouvez répéter parce que comme les questions vous traduisent en même temps, j'ai beaucoup de mal à entendre votre traduction. De quelle façon, on va la rendre plus concrète, d'accord? De quelle façon? Então, gostaria de perguntar, saber sobre como se dão os processos de judicialização nas escolas francesas. Só isso. Comment sont les processus de judicialisation des écoles françaises? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Comment sont les processus de judicialisation des écoles françaises? De l'État français? Des écoles. De l'école, pardon, de l'école. Encore une quatrième question.
Posso? Meu nome é Ricardo, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Queria aproveitar essa última pergunta e estendê-la no sentido da judicialização e do controle da produção e da circulação do saber. Através do... Acho que isso coloca em pauta a questão do copyright, do copyleft, do copyfight. E, por exemplo, como que o Instituto Michel Foucault produz e circula saber sem produzir governamentalidade simplesmente? Como que ele consegue escapar disso para fazer jus ao nome Instituto Michel Foucault? Bon, là, c'est comment se donne la question de la judicialisation sur la circulation et le contrôle du savoir, la question du copyright, du copyleft, d'accord? Et puis également, comment l'Institut Michel Foucault travaille la question de la... et essaie d'échapper de la question de la gouvernementabilité. Bon, là, ce sont les... Monsieur, je reviens dans ma cabine pendant que vous pensez, et là, je commence la traduction, d'accord? D'accord, merci. Attendez, ele vai... J'attends. Je peux essayer de répondre, c'est bon? Oui, c'est à toi. D'accord, alors, je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont des questions de spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste de la question de la judiciarisation. Je suis un peu spécialiste de Foucault, donc je vais essayer de répondre en fonction de ce qu'a pu en dire Foucault et de ce que l'on en dit aujourd'hui en France à partir de Foucault. Donc voilà, peut-être pour donner mon point de vue, de là où je vais parler. Donc je vais prendre les questions dans un ordre différent de ce qui a été posé. Vous m'entendez? Oui. C'est bon. Donc je dirais tout d'abord, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intervention, que la judiciarisation n'est pas à proprement parler une notion de Foucault, une notion foucaldienne. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, et c'est pour ça que je suis passé par d'autres notions foucaldiennes, cette fois-ci, comme celle de biopolitique, de sécurité ou de dangerosité. Pour répondre à la question sur la gouvernementalité est une notion spécifiquement foucaldienne, et donc on ne peut pas y échapper. Rassurez-vous, nous n'y échappons pas, et cela fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant qu'en France, cette notion a envahi en particulier les sciences politiques, après être passé par le monde anglo-saxon. Mais effectivement, aujourd'hui, les sciences politiques utilisent quotidiennement cette notion de gouvernementalité et une notion qui lui est apparentée, qui est aussi une notion de Foucault, qui est celle d'instrument. Donc les deux notions fonctionnent ensemble, celle de gouvernementalité d'un côté, celle d'instrument de l'autre. Donc on n'y échappe pas, malgré notre bonne volonté. Ça, c'est peut-être un premier point. Un deuxième point concernant la question de la judiciarisation à l'école. C'est une question qui a été posée. Je l'ai juste évoqué dans mon intervention. C'est cet envahissement actuel
dans l'école française, mais aussi dans les politiques publiques qui concernent l'école en Europe, autour de la question des troubles de conduite chez les enfants et les adolescents. Le dernier en date, je crois, en France, date de 2004, donc ça fait 6 ans, mais il y en a assez régulièrement, qui sont donc des grandes enquêtes commanditées par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, donc qui ont pour fonction effectivement de mesurer l'impact des troubles de conduite des enfants sur leur état futur ou leur possible état futur. Alors, pour donner une idée, alors je ne sais pas si ça se fait au Brésil, ce type d'enquête. Pour donner une idée de ces enquêtes, les scientifiques, les psychologues en particulier, qui travaillent sur ces enquêtes, prennent différents facteurs. Ça va des facteurs familiaux et environnementaux à les pratiques éducatives et parentales, les facteurs de tempérament des enfants et de personnalité à partir de tests psychologiques, les facteurs neurologiques, les facteurs génétiques, la prise en charge psychosociale, etc., etc. Donc tout ça montre qu'il y a une imbrication dans l'école de ce que Foucault appelait ces juges de normalité, que sont les psychologues ou tous les métiers qui ont pour racine la racine psy. Donc psychosociologue, psychologue, psychanalyste, etc., etc., etc. Et on voit bien effectivement comment aujourd'hui la logique éducative et la logique médicale entrent en interconnexion autour de cette question en plus particulière des troubles de comportement des enfants et des adolescents. Donc ça, c'est peut-être pour répondre à la question sur l'école. Concernant la première question, je ne saurais pas y répondre avec précision, et je pense que c'est vraiment le nœud du problème, ce que vous avez essayé d'exprimer, autour de ce rapport entre l'assujettissement d'un côté et les conduites de résistance de l'autre. Hein. Même Foucault a du mal à se positionner par rapport à cette question. Donc c'est assez compliqué. Ce qui est intéressant plutôt, et ce à quoi peut servir Foucault aujourd'hui peut-être, c'est de montrer finalement comment, comme pour l'école, comment s'enchassent, s'articulent entre différents dispositifs qui n'ont rien à voir a priori ensemble, qui sont dans des logiques discursives, de savoir, pratiques totalement différentes, mais qui, sur un objet commun, s'articulent et s'enchassent les uns sur les autres. Un exemple peut-être que je n'ai pas donné dans mon intervention, concernant les peines de prison aujourd'hui en France, comment est-ce qu'on pense la peine de prison aujourd'hui. La peine de prison est pensée autour de 4 dispositifs, principalement, très différents. Le premier, le plus représenté, c'est ce qu'on appelle le suivi socio-judiciaire, hein, avec souvent, quand il s'agit par exemple de pédophiles, une injonction de soins, une obligation à se faire soigner. Et là, on voit que s'articule le soin et la peine, les deux sont pensés ensemble. Ce sont des logiques a priori différentes, mais qui sont pensées ensemble. Ça hybride 2 systèmes qui sont théoriquement distincts. Donc là, il y a vraiment un premier mécanisme où les choses s'articulent entre eux. Un deuxième système dispositif qui est utilisé aussi dans le cas des infractions sexuelles, c'est le fichier judiciaire, qui a un rôle très clair qui est d'identifier, de contrôler des individus repérés par la police. Et la mise en place de ce fichier judiciaire s'accompagne aussi d'un certain nombre d'obligations pour la personne,
comme par exemple signaler son changement de domicile. Simplement, c'est une obligation, quand vous êtes inscrit dans ce fichier judiciaire, c'est une obligation et c'est une obligation à vie. Elle ne s'arrête pas. Voilà. Troisième dispositif, alors les choses s'articulent. Hein. Le troisième dispositif, c'est la surveillance judiciaire, avec ou sans placement sous surveillance électronique en France, mais je pense qu'au Brésil, c'est un peu la même chose. Il y a effectivement l'utilisation des bracelets électroniques hein, qui permettent effectivement de pallier à la surreprésentation des délinquants dans les prisons, en faisant sortir ceux qui ont une peine inférieure à 1 an de prison ferme, et ils peuvent avoir leur peine commuée en bracelet électronique et donc faire leur peine chez eux. Donc ça, c'est une possibilité qui n'est pas très utilisée, mais qui commence à l'être. Les dispositifs techniques sont pris pour que ce soit utilisé. Et le dernier dispositif, et j'arrête là, le dernier dispositif, le pire certainement, que l'on doit à notre président Sarkozy depuis quelques années, qui est la rétention de sûreté, et qui permet en fait d'enfermer, une fois la peine purgée de prison, un délinquant que l'on juge dangereux pendant une durée d'1 an renouvelable après la peine de prison qu'il a déjà faite. Donc vous êtes délinquant, vous êtes puni à 10 ans de prison. Si on vous juge ou si on détermine que vous êtes dangereux pour la société, vous pouvez en reprendre pour 1 an renouvelable. Tant que l'on vous juge comme dangereux, vous pouvez effectivement continuer à rester en prison après la peine pour laquelle vous avez été puni. Donc ça, c'est aussi un dispositif extrêmement opératoire et qui permet de comprendre les logiques actuelles des États occidentaux par rapport à cette question de la dangerosité et de la sécurité. Chose que Foucault avait déjà plus ou moins vue en parlant du terrorisme. Je vous renvoie à certains textes de Foucault concernant le terrorisme, en particulier italien et allemand, avec la Rote Armee Fraktion, en 76-77, où voilà, il s'intéresse à la question de savoir comment est-ce que l'on va juger ces terroristes et quelles peines ils vont pouvoir avoir et comment la société va pouvoir, après leur peine, les accueillir voilà, donc c'est des questions qui effectivement se posent et que Foucault permet de poser dans le plus ou moins long terme, en tout cas depuis les années 70. Agradecemos a participação do professor Bert e o agora sim os aplausos. Merci à vous. Bien, Jean, un grand merci. Et bien, à la prochaine. Okay. Bonne chance pour la fin et merci encore une fois. Ok, merci. Bien. Au revoir. Au revoir. Vamos dar continuidade à mesa. Chamamos